même, leur fin n'est pas forcément absolument enviable. Hein. Bon, ce sont pas des figures réelles, hein, elles sont... Enfin, voilà. Est-ce que la jouissance féminine doit absolument emmener dans ces zones tellement tragiques, tellement de privation, de consommation, de mort? Les mystiques nous montrent aussi d'autres choses, par exemple. Hein. Les mystiques, elles peuvent nous montrer à quel point il y a, dans le ravissement, il y a au contraire quelque chose, non pas d'un poids, d'un fardeau du réel, mais au contraire quelque chose qui les aspire vers le haut. Alors au fond, l'autre point commun de toutes ces femmes, je dirais, c'est qu'elles nous montrent qu'elles ne peuvent pas se satisfaire de l'objet, des objets du monde. C'est pas comme ça qu'elles peuvent se satisfaire, hein, parce qu'elles sont éprises d'absoluité. Et le dernier point commun, je dirais, à toutes ces femmes, c'est qu'elles ont affaire avec un autre, un grand autre, qui a failli, qui les a trahis. Un grand autre qu'elles ont destitué, au fond, qui n'est plus à la hauteur du grand autre. C'est un grand autre dévasté et dévastateur parfois, et qui est vidé de toute dimension de légitimité. C'est plus un autre qui garantit quoi que ce soit de l'ordre du monde. C'est en ça qu'elles sont seules. Elles ont fait l'expérience de l'inexistence de cet autre qui garantit la bonne marche du monde. Alors effectivement, quand une femme fait ce type d'expérience, en général, soit quand une femme du monde ordinaire, je dirais, fait ce type d'expérience, en général, soit, comme dirait Freud, elle retourne chez sa mère, c'est-à-dire elle remet en selle l'autre maternelle, voilà, qui est bien dévastée, quand même, lui apparaît plus solide, soit elle se met à revendiquer. Elle revendique le fait que l'autre n'est pas à la hauteur de ce qui est attendu. Ça aussi, ça rejoint... le père n'est pas à la hauteur, bien sûr. Mais ça rejoint un peu ce que tu disais aussi tout de suite de ce qu'on a toujours vu dans la clinique, mais qui est toujours actuel hein, dans la clinique d'aujourd'hui. Alors, la différence de ces femmes, c'est que justement, elles consentent à cet autre dévasté, à cet autre qui ne peut plus garantir quoi que ce soit. Elles sont dans une sorte de consentement, et donc c'est justement par ce consentement, c'est en consentant à ça qu'elles rencontrent leur liberté. Et je pense que c'est ça qui a tellement inspiré Lacan dans ses figures tragiques, plus le fait que effectivement, il y a une dimension un peu masochiste chez elle. Je ne pense pas que c'est ça qui ait fasciné Lacan du tout. C'est vraiment le fait que c'est justement au point où elles sont dans ce dépassement du désir ordinaire qu'elles rencontrent leur liberté, et là, une liberté, effectivement, qui n'a plus de limite. Hein. Voilà. Oui, ben la mort, bien sûr. Bon, voilà. Alors, je ne vais pas plus détailler ces figures hein, que nous présente Marie. Peut-être que je vais... tu veux que je dise un mot sur l'amour, peut-être? Ah ouais, ça serait bien. Oui, comme tu veux, oui. Voilà. Répondre n'est pas tellement le mot juste. Je vais essayer de rebondir sur ce que tu as dit, en particulier les qualificatifs que tu as donnés, qui ne sont pas les miens. Hein. Effectivement, c'est toi qui innoves là sur ces différentes figures qui comme ça s'enchaînent. C'est un florilège de femmes. Qui ont effectivement toutes sont deux caractéristiques. La première, c'est leur solitude, mais pas au sens où elles seraient hors de la cité et en dehors du tout. C'est qu'elles assument quelque chose de la solitude de l'être.
Et c'est, je pense, ça, une des questions qui a tellement fasciné Lacan, qui lui n'arrêtait pas de dire à quel point il était seul. Il le répétait, il y avait 300 000 personnes devant lui, il continuait à dire qu'il était seul. Johnny Hallyday aussi. Quelque chose comme ça de la solitude de l'être que Lacan a su élever, on pourrait dire, à la dignité, et non pas simplement du côté de la plainte, parce que ce sont des femmes qui ne se plaignent pas. On peut dire, alors Lacan d'ailleurs n'aborde jamais la question du masochisme à propos des figures féminines que j'ai retenues, jamais, hein, c'est pas quelque chose c'est au contraire des figures féminines qui lui permettent de penser la question du franchissement. Lacan était à la recherche d'une éthique qui n'était pas l'éthique du souverain bien, qui n'était pas l'éthique du faire le bien pour l'autre, essayer de trouver une éthique qui justement se fonde sur tout à fait autre chose, qui nécessite un certain franchissement. Et ces figures féminines, alors évidemment, certaines le payent de leur mort, pas toutes non plus, enfin certaines comme Antigone, mais bon, là, on pourrait discuter sur la question d'Antigone. Ou signe de Coufontaine, mais c'est une mort au fond qui est pas là par masochisme, mais qui est là du fait des lois de la cité, on pourrait dire, ou du fait des lois du pape, quand on est du côté de Signe, mais qui s'oriente sur tout à fait autre chose justement que sur les seules lois de la cité. Ça, je crois que c'est quelque chose qui était très important pour Lacan et qui lui permettait, et c'est ce que j'aime beaucoup chez Lacan, d'aborder tous les sujets, tous les sujets qu'il rencontrait dans sa clinique, mais aussi dans sa manière de voir, au fond, la clinique analytique, d'un point de vue qui acceptait, il le dit d'ailleurs, d'accueillir toutes les personnes dans la singularité qui est la leur, même la plus folle, c'est-à-dire un regard, une clinique de l'analyste qui dépsychiatrise absolument toutes les attitudes et toutes les positions que peut prendre un sujet dans sa vie. Ça, c'est quelque chose d'absolument remarquable. Et d'une certaine manière, toutes ces femmes, elles lui indiquent qu'on peut se tenir autrement que ce que voudrait le monde, disons, régulier. La norme. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très important. Voilà ce que je dirais. Alors, la question de la passion. C'est vrai, c'est des passionnés de l'absolu. Il se trouve que j'ai beaucoup travaillé la question de la passion, c'est un sujet qui me passionne, parce que je pense que la passion, justement, est un des endroits de la clinique qui nous fait toucher du doigt à quel point la normalité voisine avec la folie. C'est bien à l'endroit de la passion, c'est vraiment l'endroit où le sujet le plus normal, entre guillemets, qu'il soit, peut, du fait d'une rencontre, devenir complètement fou d'amour et se livrer à une passion qui est évidemment toujours... La passion, là aussi, est une passion qui fait entendre la solitude du sujet, parce que dans la passion, telle que moi je l'ai définie, c'est pas une passion qui a grand-chose à voir avec la passion à deux. En général, si vous lisez le texte d'Ernaud, par exemple, enfin beaucoup d'écrivains, Zweig, bien sûr, avec lequel je dialogue tout le temps, il y a une grande solitude chez le passionné qui ne rencontre pas l'autre, qui ne fait pas histoire avec l'autre, mais qui, d'une certaine manière, va jusqu'au bout de son amour. Qu'est-ce que tu as dit encore ? La question de la liberté, ce qu'il a trouvé justement chez les mystiques, c'est justement ce consentement, on pourrait dire radical, à quelque chose qui, si on reprend toute la montée comme ça, cette demeure de Davila, de Thérèse d'Avila, très longtemps, très souvent, quand on s'intéresse aux mystiques, on s'intéresse qu'à la partie extatique de la mystique, c'est-à-dire le moment où elle rentre en extase. Mais il y a un radius dans la montée, dans le mysticisme, c'est le moment où justement plus rien ne fonctionne, c'est-à-dire que le Dieu auquel elle s'était abandonnée est un Dieu qui ne répond pas, c'est un Dieu silence. Et c'est à cet endroit précisément. Alors les livres de Catherine Millot, de ce point de vue-là, sont extrêmement enseignants, puisqu'elles nous montrent des mystiques qui ne sont pas du côté de la religion, on pourrait dire, avec Simone Weil notamment. On voit comment ces femmes consentent au manque absolu, à la non-réponse absolue, au silence complet de Dieu. Et ça aussi, c'est quelque chose qui évidemment intéressait beaucoup Lacan, parce que tu as parlé de l'autre qui ne garantit rien, mais Lacan a été
le premier à dire qu'il n'y avait pas d'autre de loi, c'est-à-dire que justement, du côté de l'autre, on n'était jamais garanti. On a là, comme tu l'as très bien dit, il y a un point, un trou dans la structure avec laquelle il faut faire. Alors on peut mettre tous les semblants qu'on veut pour essayer de combler le trou. Il n'empêche que ce trou existe et qu'il va bien falloir faire avec. Et c'est à cet endroit-là précisément que Lacan a été intéressé par ces figures féminines, parce que ça, il lui indique d'une certaine manière le chemin. Ce livre est la suite d'un séminaire. Un séminaire, j'ai fait pendant très longtemps un séminaire sur la clinique de l'enfant et de l'adolescent. Alors évidemment, j'avais construit ce séminaire à partir de ce que voilà, je considérais être la formalisation de Lacan sur la mise en place de la subjectivité. Et quand on travaille là-dessus, on travaille sur le désir, sur le nom du père, sur le phallus, enfin bon, tout ce qui fait le développement de la subjectivité d'un enfant. Et au fur et à mesure que j'avançais dans la lecture des séminaires, donc j'ai pris les séminaires les uns après les autres, et au fur et à mesure que j'avançais, je trouvais toujours, et c'est là-dessus qu'est parti le livre, au moment même où Lacan était en train d'asseoir le plus possible, de développer le plus possible la question du désir et du phallus, c'était l'endroit. Il y avait toujours un moment où Lacan, dans le séminaire, tout d'un coup, il faisait intervenir une figure féminine qui venait complètement objecter à tout ce qu'il était en train de développer. Et ça, pas une fois. Ça se répète tout le temps. C'est pour ça que mon livre ne porte que sur, on pourrait dire, pas la première partie de Lacan, parce que je m'arrête, disons, dans les années un peu avant le séminaire d'Encore, que je ne fais que un tout petit peu citer, parce que c'est un moment où finalement peu de commentateurs se sont intéressés justement à ce point-là que Lacan suivait, un peu malgré lui, parce qu'il y avait tout le temps quelque chose qui venait faire objection à ce qu'il était en train de théoriser. Après, le tout dernier Lacan, à ce moment-là, il le théorise de manière beaucoup plus aboutie, on pourrait dire. Moi, je m'intéresse toujours au moment où ça colle pas, où la théorie ne colle pas. C'est ça qui m'intéresse, et en tant qu'analyste, j'aime ce qui rate, ce qui fait buter, ce qu'on ne comprend pas, et voilà. Donc du coup, ce qui m'intéresse chez Lacan, c'est quand il ne comprend rien, quand il baisse les bras, quand il dit les bras montants, je ne comprends rien. Et il y a beaucoup de citations comme ça, qui lisent Platon, quand il lit le dialogue de Platon du banquet, parce qu'évidemment je me suis intéressée au banquet, il n'arrête pas de dire « Ah, j'ai passé la nuit, j'ai rien compris, je ne sais pas pourquoi Aristophane, il a son pied, j'aimerais bien savoir pourquoi il a opté pendant le banquet. » Tout le temps, Lacan est tout le temps en train de se poser des questions, disant « Je ne comprends pas, je n'y arrive pas ». C'est Lacan qui m'intéresse évidemment, et c'est Lacan qui, à mon avis, nous enseigne justement sur l'inconscient, qui est quand même cette absolument radicale. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à tout ce que tu as dit. Peut-être que je m'en ai fait tout.